Bonjour et bienvenue sur la chaîne Famille Astro. Alors aujourd'hui nous allons aborder un énorme morceau, un sujet qui nous intéressera sur plusieurs semaines et nécessitera de toute évidence de nombreux épisodes. Comme vous le savez, nous utilisons le logiciel Prism 11, un logiciel de la société Alcor System. Il existe une aide accessible sur le logiciel ou directement sur internet, mais qui a le défaut de ne pas répondre totalement aux possibilités offertes par le logiciel Prism 11. Aussi, de manière à mieux appréhender ce logiciel, nous avons décidé de le décortiquer dans les moindres détails et de partager nos découvertes avec vous. Aujourd'hui, nous aborderons très rapidement la présentation de la page d'accueil de Prism, avant d'aborder, dans le détail, toutes les possibilités offertes par le menu Fichier. Nous utilisons Prism déjà depuis un certain temps, et nous avons pourtant fait d'importantes découvertes en consacrant le temps nécessaire à la compréhension des différentes possibilités offertes. Ce logiciel est très honnêtement merveilleux. Avant d'aller plus loin, il convient d'ores et déjà de rappeler la configuration minimale pour utiliser ce logiciel. Prism 11 est uniquement utilisable sur PC. Il vous faudra un processeur de 1 GHz, ou plus rapide encore, mais aussi pour un système 32 bits 1 Go de RAM, ou 2 Go pour un système 64 bits. Votre disque dur devra comporter 4 Go d'espace vacant et vous devrez être doté d'une carte graphique DirectX 9 ou version ultérieure. Enfin, pour profiter au mieux des possibilités offertes, il vous faudra un écran Full High Definition. Si votre setup informatique répond à ces critères, il vous faudra ensuite télécharger la plateforme Ascom. Pour le téléchargement, rien de plus simple, vous allez sur Google, vous tapez plateforme Ascom, vous avez plusieurs possibilités, propositions qui vous sont faites, vous cliquez sur le premier, à savoir Ascom Standards for Astronomy, et sur la page qui apparaît, eh bien vous, sur la partie droite, vous avez une possibilité de téléchargement, un download pour la plateforme 6.6 SP2, qui est donc la version du 14 janvier 2024. Après quoi, si vous êtes équipé de Windows 11, vous devrez vous rendre dans Paramètres, Système, puis ajouter une fonction facultative, et vous sélectionnez ensuite Plus de fonctionnalités, Windows. Et c'est alors que vous pourrez activer le .NET Framework 3.5. Après cela, vous pourrez installer Prism 11. À l'ouverture de votre logiciel, vous obtenez une page d'accueil globalement identique à celle qui est présentée à l'écran. Vous n'aurez sans doute pas, même certainement pas, les icônes bleues qui correspondent sur la carte du ciel aux positions des différents astéroïdes. Et donc en haut à gauche, vous avez juste en dessous de Fichier, Édition, Carte du ciel, vous avez un panel d'icônes qui se trouve donc juste au-dessus de votre carte du ciel que l'on peut mobiliser et comme vous voyez qu'on peut descendre un peu plus bas. Donc vous avez plusieurs icônes qui apparaissent. Vous avez notamment un premier icône qui est le plus extrême à gauche qui vous permet d'ouvrir une image. Le second icône vous permet de sauver l'image rapidement par écrasement. Ensuite, vous avez l'option d'affichage de la fiche d'exploration des images, l'information en tête sur l'image courante. Vous pouvez également annuler la dernière opération ou refaire la dernière opération. Vous pouvez modifier le contraste ainsi que la luminosité de votre image actuellement affichée. Vous avez un zoom arrière, un zoom avant. Vous avez une option loop qui est très pratique pour agrandir une portion de votre image. Et puis vous avez, chose importante, une configuration caméra télescope. Nous verrons le moment venu comment on se débrouille avec tout ceci. Juste à droite, vous avez un icône qui vous permet d'activer la connexion à la caméra numéro 1, puis un autre icône pour la caméra numéro 2, puis un troisième icône pour la caméra numéro 3. Et oui, avec Prism, vous pouvez avoir 3 caméras. Juste à côté, vous avez un autre icône pour un Direct Show en vue de démarrer l'acquisition d'une caméra en mode vidéo. À côté, à droite, vous avez un petit icône qui vous permet de connecter votre télescope, la roue à filtre, le focuseur, le dôme, enfin bref, tout votre matériel. Puis un petit icône en forme de chapeau rouge qui vous permet de calculer le centroïde évolué. Vous pouvez également créer une nouvelle carte du ciel. Vous pouvez configurer également votre logiciel. Vous pouvez aussi créer des flats, des noirs, des offsets. Vous pouvez réaliser un pré-traitement complet. Vous pouvez faire un log visu d'une image. Nous verrons le moment venu à quoi ça correspond. Vous pouvez obtenir des statistiques globales,
faire un fenêtrage, réaliser une opération DDP pour Digital Development Processing, également une observation automatique, c'est fort pratique, et enfin un focus. On précisera que les icônes qui ne sont pas disponibles pour une raison ou pour une autre seront grisées. Maintenant, on attaque le sujet qui nous intéresse, à savoir ce qui nous est proposé dans Fichier. Et on s'aperçoit qu'on a Ouvrir image, on a l'explorateur d'images, on a Réouvrir, on a plein de choses. Et on va essayer de développer tout ceci dans cette vidéo. Je vous dis pas, je crois qu'il y a du boulot. Alors, première icône, première possibilité, c'est ouvrir image. On s'aperçoit qu'on a un raccourci clavier F3. Pour ceux qui aiment bien, pourquoi pas. Moi je sais que les raccourcis clavier, j'ai tendance à tous les mélanger, donc je ne vais pas trop jouer. Mais on a cette possibilité. Quand on clique gauche sur ce choix, on a ce panel qui apparaît et on voit ici des photographies qui ont été prises hier en intérieur avec un appareil photo classique. On appuie sur la touche F3, et effectivement, ça fonctionne. Nous avons le raccourci qui nous permet d'ouvrir le panel d'ouverture de fichiers. Et puis on a cette troisième solution, ouvrir une image ici, et on obtient exactement la même chose. Donc voilà, trois possibilités distinctes, à vous de choisir comme vous avez envie de faire. Une fois que c'est fait, on s'aperçoit donc que nous avons plusieurs vignettes qui apparaissent à l'intérieur. On a la possibilité de se balader sur l'ordinateur pour choisir le fichier qui nous intéresse. On s'aperçoit que le JPEG, le PNG aussi ici s'affichent, ainsi que le TIFF. On a des vignettes. Pourtant, il existe d'autres photos, d'autres formats dans ce dossier et qui n'apparaissent pas. Effectivement, lorsque je vais dans tout type de fichier, nous avons ici du Photoshop et nous avons ici du RW2 qui est du RAW. Donc ça, on va le développer juste après. Vous allez voir que c'est aussi peut-être une piste d'amélioration pour ce logiciel. Donc je développe et nous avons ici donc tout le panel, toutes les possibilités d'images que l'on peut ouvrir avec Prism. Nous avons ici le compressé CPA qui correspond en fait au fichier propre à Prism. Vous ne pourrez malheureusement pas l'utiliser sur d'autres logiciels tels que PixInsight. Vous avez du bitmap. Bon, je vois pas trop l'intérêt en tout cas à mon niveau de l'utiliser. Nous avons le fit, ça c'est bien pratique. Celui-ci on le passe, du JPEG, pourquoi pas, mais en astrophoto, bon, peut-être pas tant que ça. Et puis nous avons du SBIG pour ceux qui ont ce type de caméra. Nous avons du TIFF, bien pratique aussi. Et puis nous avons donc d'autres solutions. Je reviens sur ce choix qui est donc le 8 bits RAW. Et donc oui, effectivement, il y a peut-être une piste d'amélioration. Cette piste, elle est toute simple. Hier, je me suis donc amusé à prendre des photographies avec mon appareil photo. Il s'agit d'un Panasonic, un Lumix FZ2000. Et les appareils photo Panasonic enregistrent les RAW en RW2. C'est un format a priori propre à Panasonic. Il doit y avoir une extension, je ne sais pas trop. Bon, bref. Toujours est-il que lorsque j'ai découvert cette possibilité, que j'ai vu cette vignette, je me suis dit chouette, on peut ouvrir des photographies prises en RAW avec Prism. Et puis du coup j'ai tenté, j'ai fait un clic, j'ai sélectionné et malheureusement je tombe là-dessus. Et malheureusement effectivement ça n'ouvre pas tous les RAW. Mais effectivement aussi l'auteur nous prévient aussi que je l'ai perdu. C'est ici, que on peut ouvrir avec Prism des RAW 8 bits. Là, c'est pas que ça se complique, mais enfin, il faut le savoir. Le RAW 8 bits correspond en fait à quasiment la qualité d'image du JPEG. Il n'y a pas de bénéfice particulier avec. Actuellement, sur les RAW, nous sommes plutôt à 14, 15, 16, voire peut-être même plus bits. Donc, on a un panel de couleurs qui est bien plus vaste. Donc de meilleure couleur. La possibilité qui nous est offerte d'ouvrir du 8 bits RAW, en fait, c'est grosso modo d'ouvrir un fichier RAW peut-être assez ancien et qui offre les mêmes performances que du JPEG. Donc, peut-être qu'il y a possibilité de faire évoluer les choses et de pouvoir ouvrir des RAW, je dirais, de maintenant. Ce serait bien.
Voilà. Mais sinon, vous voyez, on a toute cette possibilité-là, et notamment du TIFF, du FIT, et puis donc le CPA, c'est très bien, parce qu'en fait, vous pouvez très bien bosser en CPA, puis le moment venu, on le verra juste après, on peut tout transformer dans un autre format pour pouvoir ensuite l'utiliser sur PixInsight ou sur un autre logiciel ou Photoshop. Voilà. On enchaîne et on retourne dans Fichier, et là je fais un clic gauche et je descends. Je vois Browser Explorateur d'images. Mais c'est quoi? Je clique gauche dessus. Et puis bon, alors j'ai tout qui s'ouvre et je vais donc refermer pas mal de choses parce qu'on n'en a pas besoin. Et je vais aller dans mon disque Astro. Nous avons ici plusieurs dossiers. Et on va aller dans Dossier photo, dans Ciel profond, et puis allez, on va sur Galaxy, on va agrandir un petit peu, on va aller par exemple ici, M31, on prend ce dossier Luminance, et vous voyez donc apparaître lentement, mais sûrement, on voit apparaître donc les photographies qui sont contenues dans ce fichier au bout de cette arborescence. Alors on laisse faire. Visiblement il a fini. Comme vous voyez, si je vais ici, ça va assez vite. Mais là, vous voyez, c'est très long à télécharger. Et si je reviens ici, regardez à quelle vitesse ça va. Là, j'y retourne. Il a fini son téléchargement? Visiblement, oui. Donc, quand ça a été ouvert une fois, ça va très vite. Mais à la première ouverture, c'est beaucoup plus long. Donc je vais même ouvrir un autre fichier, ici par exemple, je ne sais pas ce qu'il y a, voilà, donc là on voit qu'il y en a, on voit une qui est ratée, et vous voyez, donc ça se charge mais lentement. Donc ça, c'est la première ouverture. Car en même temps que ça ouvre, ben en fait, ça enregistre des informations de votre photographie, de son chemin d'accès, dans un dossier qui est propre à Prism. On va en parler juste après. Donc on le laisse bosser, c'est très bien, et on voit un petit peu ce qui nous est proposé ici. Donc là vous avez possibilité de mettre de grandes icônes. Alors de grandes icônes, hein, c'est tout relatif. Et puis nous avons la possibilité de cliquer sur détail, auquel cas vous avez un listing avec toutes les informations de prise de vue, déjà de l'image, ensuite du nombre de bits. Nous sommes à 32 bits, nous sommes en FIT, 32 bits en FIT et en CPA. Donc là vous voyez que nous avons des performances, des qualités d'image qui sont sans commune mesure avec notre RAW 8 bits qui nous était plus ou moins proposé tout à l'heure. Nous avons l'heure de prise de vue, le jour, les coordonnées alpha et delta, ainsi que le temps de pause. Bref, on a plein d'informations. Et si on a envie de les enregistrer dans un dossier texte, pour une raison ou pour une autre, eh bien il y a juste à cliquer ici. Et puis là, vous allez pouvoir mettre le nom de votre dossier. Donc bon, je l'ai déjà tapé ici. Ce qu'on fait, c'est que on va faire supprimer. Voilà, liste image texte. On fait enregistrer. Je vais ensuite dans accueil. Je vais dans mon arborescence chaîne famille Astro. Ensuite, on fait une vidéo sur Prism. Donc ce sera ici. Et j'ai ma liste qui apparaît ici. Et donc là, ben, c'est tout ce que je viens d'enregistrer en format texte. Donc les informations que nous avions tout à l'heure sur la liste. Avec, on a même la hauteur du soleil. Bref, on a tout. Maintenant, ça on le ferme. On a d'autres solutions. On a ici... alors, je vais me mettre sur mes petites photos. On peut sélectionner une petite vignette. Et puis on peut... supprimer l'image. Moi je le fais pas. Si je clique dessus, mon image est effacée. Je ne veux surtout pas faire ça. Je peux réactualiser en apparence, faire une mise à jour. Et enfin nous avons ici cette icône qui vous permet de supprimer les fichiers mémoire du browser. Effectivement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, regardez, ça va à toute vitesse. Car tout le cheminement a été enregistré dans un dossier. Donc ça va plus vite, certes, mais à chaque fois que j'ouvre un fichier, j'accumule de nouvelles informations dans ce dossier browser. Et au final, c'est un dossier qui est incorporé à Prism, et au final, je risque de le surcharger, et d'obtenir exactement l'effet pas du tout escompté, et de ralentir ma bécane. Donc,
Pour y accéder, on va dans rechercher, et puis là on va taper browse file, donc on va faire BRO. Bon, il me le propose, hein, donc forcément, voilà, je vais ici, et on voit, alors c'est pas celui-ci d'ailleurs, voilà, c'est celui-ci, on voit qu'il est dans Prism, donc je clique dessus, et regardez ce que l'on a. On a tous ces petits dossiers, ces éléments qui font quand même un certain poids. 2900 kg, 1900 kg, 3300 kg. Si vous le faites pour une multitude de dossiers, bah, au final, ça risque d'être très lourd. Donc, ce que vous pouvez très bien faire, pour éviter des difficultés, eh bien, régulièrement, vous supprimez des fichiers mémoire. C'est ce que je vais faire. Clac. Et je vais libérer de la place. Je retourne dans Browser. Et regardez, il est vide. Voilà. Donc c'est un moyen pour ne pas trop surcharger votre bécane et pouvoir utiliser votre Prism de la meilleure façon qui soit. On retourne sur fichier, nous avions ouvrir image, nous avions l'explorateur et juste en dessous nous avons réouvrir. Et quand on met la souris sur réouvrir, on voit apparaître, s'afficher tout un panel avec les photographies précédemment ouvertes avec le logiciel Prism. Je peux cliquer sur cette photographie, je peux cliquer sur une autre. Et voilà, donc je rappelle simplement une photographie précédemment ouverte. Donc rien de bien sorcier, c'est quelque chose de relativement classique pour tous les logiciels de photographie. Pour les plus curieux, vous avez la possibilité de taper Regedit. Là, vous allez cliquer sur oui et apparaît à l'écran l'éditeur de registre. Vous avez ici HK Current User, vous le sélectionnez. Dans l'arborescence, vous vous arrêtez à Software, puis vous descendez à l'intérieur jusqu'à Prism, puis Général et File. Et là, vous allez retrouver l'arborescence de toutes les photographies qui apparaissent, on a dit, ici. Voilà, c'est la petite astuce. On poursuit, on retourne sur Fichier. Nous avons vu donc ces trois premiers icônes. On voudrait voir la suite, mais malheureusement, ces icônes, ces choix sont grisés. On ne peut pas les sélectionner. Pour les sélectionner, on comprend bien que si on veut enregistrer quelque chose, enregistrer sous ou exporter, il nous faut donc déjà une image. Donc nous allons réouvrir une image précédemment utilisée et on va prendre une image de bonne qualité. Celle-ci par exemple, en TIFF. Elle s'affiche, elle apparaît. Et je vais donc retourner maintenant dans Fichier. Je vois ce que l'on me propose. J'ai la possibilité d'enregistrer cette photo. Donc imaginons que j'ai fait une modification dessus, quelle qu'elle soit, que j'ai par exemple enlevé des offsets, enfin que j'ai fait quoi que ce soit dessus. Eh bien je vais pouvoir l'enregistrer dans son fichier d'origine avec le même format que celui d'origine. Là par exemple c'est un fichier utilisé en TIFF. Si je fais enregistrer pardon, et ce sera donc en TIFF. Si j'ouvre une photo en JPEG, que je l'enregistre, elle sera en JPEG. Hello. Autre choix, c'est enregistrer sous. Là, si je clique dessus, il me propose de choisir un dossier de destination, mais surtout, il me propose deux choix, soit en CPA, soit en FIT. Donc, si par exemple, j'ouvre une photo, réouvrir, on prend par exemple celle-ci qui est en JPEG, celle-ci, et que je me décide à l'enregistrer, il me proposera CPA ou FIT, mais pas JPEG. Je vais réouvrir par acquis de conscience, nous sommes en TIFF. Et maintenant, je vais un peu plus bas dans le menu, à savoir exporter vers. Là, j'ai la possibilité de l'exporter en bitmap. Ça peut parfois être utile, notamment pour des pages internet, en JPEG, en GIF, en texte.
eh bien en texte, effectivement, on peut l'exporter. Alors c'est peut-être pas d'ailleurs la meilleure des photographies à exporter. On va voir si je peux pas trouver quelque chose de mieux. On va faire réouvrir et je vais essayer de retrouver le fichier Comet que je n'ai plus. Dommage. On va prendre celle-ci. Donc avec une... il y a un astéroïde qui se promène sur cette photo. Nous allons maintenant procéder à une exportation en format texte. Et bien dans ces conditions, je choisis mon fichier de destination. Là, il s'appelle avant. Bon. Je vais l'appeler Comet. Non, c'est pas Comet. Lui, c'est pas Comet, c'est astéroïde. Il n'a pas encore été utilisé. Et je fais enregistrer. Je vais ensuite dans ce dossier. Avant. Voilà. Astéroïde apparaît. Et on voit qu'il est en TXT. Je l'ouvre. Et là, on voit apparaître donc tout plein de chiffres. Et ces chiffres correspondent en fait pour chaque pixel de l'image à un niveau d'ADU. Voilà. Donc ça peut, pour certains, être utile. Je referme. Je referme également cette image. Je retourne sur réouvrir. Je reprends ma photo en TIFF qui est ici. Et puis maintenant, je vais voir mes autres possibilités d'exportation. Je peux exporter en TIFF, bon, n'a pas beaucoup d'intérêt, en PNG, et puis, oh, surprise, en RAW 2. On en a parlé tout à l'heure, j'étais un petit peu surpris et je suggérais une voie d'amélioration pour pouvoir visualiser des images RAW. Je ne peux pas les visualiser, mais je peux les exporter. Bon. Nous avons donc une solution, c'est aussi d'enregistrer sous forme JPEG. Donc ça peut être notamment utile, me semble-t-il, lorsque l'on veut par exemple imprimer un poster d'une galaxie, ce genre de choses, ou un tableau. Les sites internet vous demanderont une exportation sous format JPEG le plus souvent. Reste encore à savoir le niveau de compression. Et ici, vous n'avez pas la possibilité de choisir votre niveau de compression. On va aller dans configuration, et dans configuration générale de Prism, nous avons ici image JPEG TIFF. On peut donc enregistrer nos photos JPEG selon un certain niveau de qualité. Ici, avec un niveau 90, on est proche d'une absence de compression, et ça veut dire que nous avons une image qui va être de très bonne qualité. On fait un essai, on est à 90% de qualité, on dit OK, on va dans Fichier, et j'insiste avec le enregistrer sous moi. On va ensuite dans Exporter vers et on fait JPEG. Et là, nous allons dire 90. Hop. Nous retournons dans Configuration, Configuration générale de Prism. On va dans JPEG et là, on va changer le chiffre. On va mettre 50. Je dis OK. Fichier, Exporter, JPEG, 50, Enregistrer. Puis je vais ici dans configuration, configuration générale, JPEG, on va mettre 30, exporter, JPEG, 30, enregistrer, on retourne ici, et on va pousser l'absurde à ses extrêmes, on va mettre 5. Voilà, 5% de qualité, ça va pas donner grand chose. Et on fait exporter JPEG 5. Voilà. Maintenant, voyons ce que cela donne. Je vais dans Fichier, je fais Ouvrir image. Et je retrouve donc mon dossier avec mes différentes photos JPEG de qualité différentes. Je prends ma photo avec une qualité conservée à 90%. De visu, je n'ai pas de différence. Je peux m'amuser à faire 2 clics de zoom. Ici, je vais faire la même chose. Ici, 2 clics de zoom. Bah, franchement, je ne vois pas de différence notable. Je n'en vois pas. Donc, la photo à 90%, on la ferme. Ici, on va revenir à notre photo d'origine. Je refais à nouveau ouvrir l'image.
Et puis là, on passe à 50%. 50%, on devrait commencer à voir des petits défauts apparaître. Et effectivement, l'image est peut-être un petit peu moins nette, un peu plus granuleuse, mais bon, c'est pas flagrant non plus. Donc on revient à notre photo d'origine. Je fais ouvrir image. Et là, cette fois-ci, j'attaque la 30% de qualité. Pour l'instant, rien de bien choquant. Je ne vois vraiment pas de différence. Mais si je zoome, et on va faire 2 clics de zoom, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de comparer. Là, on voit que ça devient complètement granuleux. Et je vais pousser un peu à l'extrême. On voit qu'il y a des artefacts, enfin pas des artefacts, mais il y a des aberrations. L'image est vraiment pas, elle n'est pas très belle. Mais on va pousser le bouchon plus loin et on ouvre celle qui a une qualité de 5%. Bon, grosso modo, c'est devenu un dessin. Donc ça peut être utile dans certaines activités, hein, si on veut faire des icônes, ce genre de choses. Pourquoi pas? Ça peut être une piste. Maintenant, voyons le reste, parce que c'est bien, on regarde la qualité de nos images, mais peut-être qu'il y a aussi un prix à payer. Notre photo qui est comprimée à 90%, pardon, qui est la qualité qui est conservée à 90% fait 2,9 mégas. Celle qui a une qualité sabordée à 50%, nous sommes à 800 kg. À 30%, 400, enfin presque 500 kg. Et lorsque nous sommes à 5% de qualité, nous sommes à 275. Donc après, ce sera fonction de vos choix, de la destinée de vos photographies. C'est clair que plus elles sont lourdes, plus elles sont de meilleure qualité, mais d'un côté, plus vous aurez de difficultés aussi pour les télécharger. Donc ce sera à vous de voir. Voilà, nous avons donc cette possibilité-là. Je reviens quand même sur la qualité d'image, je ne laisse pas à 5 et je reviens à 90%. Je retourne sur fichier, je descends l'arborescence et nous avons ici la possibilité d'ouvrir le répertoire utilisateur. Je clique dessus, clic gauche, je vois apparaître ce panel qui est une copie conforme d'un autre panel qui se trouve ici, qui est l'explorateur de fichiers. Je l'ouvre et voilà, j'obtiens exactement la même chose. Donc ce choix, ouvrir le répertoire utilisateur, c'est simplement en fait la possibilité d'ouvrir l'explorateur de fichiers de Windows. On revient sur fichier et puis on descend l'arborescence et on clique sur créer une nouvelle image. Donc je clique dessus, un nouveau panel apparaît intitulé nouvelle image. Vous avez des possibilités de modification en dimension ici et également pour la complexité de votre image ici. Les coordonnées qui s'affichent en 512 et 512 correspondent au nombre de pixels en largeur et en hauteur. Si je clique sur OK, une image noire apparaît et je vais vous demander d'observer ce qui apparaît ici puisque nous avons des coordonnées X et Y. Lorsque je suis en bas à gauche de mon image, mes coordonnées X et Y sont à 0. Quand je vais à l'extrême droite de mon image en bas, ce sont les coordonnées X qui ont tendance à croître pour atteindre le 512. Et là, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci pour les coordonnées Y. Et si je vais dans le coin supérieur droit, ce sont à la fois les coordonnées X et Y qui ont augmenté. Je dirais que c'est simplement la même chose qu'un graphique. Je referme mon image, je retourne sur fichier, je retourne sur créer une nouvelle image et on voit apparaître ici la possibilité de cocher la qualité de l'image. On peut être en 8, en 16 ou en 32, voire 2 x 32 bits. Plus le nombre de bits augmente, plus votre image sera de meilleure qualité et plus la taille, le poids de votre image sera lourd. Pour les débutants, une image sélectionnée ici en 8 bits permet d'avoir pour chaque trame de couleur, que ce soit pour le rouge ou pour le vert ou pour le bleu, 2 puissance 8 nuances de couleurs. Donc c'est très bien parce que ça vous permet d'avoir une image de l'ordre de 256 x 256 x 256 couleurs, soit 16 millions de couleurs. C'est très bien. Si maintenant on opte pour une image 16 bits, et bien pour chaque couleur, que ce soit pour le bleu, que ce soit pour le vert ou que ce soit pour le rouge, et bien vous avez à la
la possibilité donc d'avoir 2 puissance 16 nuances de couleurs, soit pour chaque couleur 65 536 nuances. Donc ça vous permet d'avoir, quand vous faites votre assemblage RGB, jusqu'à 281 474 milliards de couleurs. Donc là, vous obtenez une image qui est grandiose, mais qui a aussi le poids qui est donc inhérent. Et puis, si vous passez en 32 bits, eh bien c'est pire. Et puis là, si vous passez en 2 x 32 bits, c'est encore plus complexe. Alors maintenant, une fois qu'on a cliqué sur OK, on a notre image qui apparaît. On peut également, comme nous l'avons vu tout à l'heure, modifier la taille de notre image. On peut très bien passer par exemple en 1024. Et puis ici 1024. Hop, et nous allons obtenir un grand carré, mais qui est noir. Alors nous avons donc une image qui apparaît avec un nombre d'ADU qui est à 0. On a ici l'ADU qui apparaît. Finalement, ça sert à quoi de pouvoir créer une nouvelle image, une image qui va être toute noire? Eh bien, pour nous autres, à rien. Je posais la question à Cyril Cavador pour savoir un petit peu ce qu'il en était. Il y a sûrement quelque chose qui me dépassait un petit peu, d'ailleurs beaucoup. Bon, finalement, c'est une possibilité qu'il a créée sur Prism, mais qui lui a servi par le passé, mais je dirais pour le côté un peu scientifique de la chose. Nous avons également ici la possibilité d'importer une image. Eh bien, ça aussi, ça ne nous servira pas a priori pour le commun des mortels. Nous avons ici la possibilité d'importer une image en format libre, car effectivement, Prism peut ouvrir n'importe quelle image, mais à condition de lui donner les clés pour pouvoir ouvrir cette image. Nous ne sommes pas limités au seul fichier ouvrir image et à cette liste qui est relativement déjà exhaustive, on peut tout ouvrir. Mais pour ouvrir n'importe quoi comme image, eh bien il faudra passer donc par ici. Et il faudra donc connaître le nombre de bits de l'image, connaître les coordonnées en X, en Y. Je dirais que ça, Microsoft vous le propose aisément. Ça, ces informations-là, il n'y aura pas de difficulté pour les obtenir. Mais par contre, il va falloir déterminer la taille de l'entête. Et ça, si vous ne l'avez pas, eh bien, c'est mort. Et cette taille de l'entête, eh bien, vous pourrez la connaître, notamment si vous utilisez certaines caméras astronomiques. Mais je dirais pour une image classique, vous ne l'aurez pas. Et donc là, vous avez donc cette possibilité d'ouvrir n'importe quelle image à condition d'avoir quand même des informations de base. Vous avez la possibilité d'importer des nuages de points X, Y, Z vers une image. Là aussi, c'est, on va dire, scientifique. Et préalablement, vous devrez donc disposer, je dirais, d'informations scientifiques. Alors, ces informations seront enregistrées dans un dossier texte qui est donc celui-ci, pour notre exemple. Nous avons ici des coordonnées, donc on a 10 lignes, c'est le minimum. Nous avons, ça je vais le fermer, ce sera plus simple. Nous avons ici donc, pour chaque ligne, une succession de 3 chiffres. Le premier ligne correspond aux coordonnées en abscisse, le deuxième en Y, et ici vous avez donc l'intensité en ADU. Et donc il vous faut donc 10 coordonnées. Je ferme mon petit dossier texte, je vais dans importer image, je vais ensuite importer le nuage, je sélectionne mon dossier d'aujourd'hui, et là donc il me propose deux solutions. Vous avez la possibilité d'utiliser la méthode des distances ou la méthode polynomiale, qui est donc plus lente. En sachant que la méthode des distances, si je coche, vous permettra pour chaque pixel de déterminer l'intensité, une intensité qui sera pondérée en fonction des distances de tous les points de référence contenus dans le fichier d'entrée. Si vous utilisez la méthode polynomiale, le calcul sera un petit peu plus long et vous n'aurez pas exactement le même résultat. Je clique donc sur la méthode des distances, je fais OK et j'obtiens donc ceci comme image. On peut faire un zoom pour agrandir avec nos points qui nous ont donc servi. Je ferme mon fichier, je ne veux pas la sauvegarder, je refais la même chose, je vais ici, je resélectionne mon dossier, et là cette fois-ci je ne clique pas sur la méthode des distances, et j'obtiens un résultat qui va être différent, que voici. Voilà. Donc je dirais que ça c'est pour ceux qui en ont l'utilité, ce qui n'est pas du tout mon cas, et quand je vous parle de méthode polynomiale, très honnêtement, je n'y comprends rien. Ça ne me dépasse, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais bon, voilà, faut savoir que ça existe pour ceux que ça intéresse.
On continue nos explorations, on retourne sur Fichier, on descend l'arborescence jusqu'à Importer image. Et nous avons le troisième choix, donc importer des points pour un graphique 2D, graphique 2D, un petit peu comme Word ou Excel. Ça devrait vous parler. Et pour pouvoir faire votre graphique, il vous faudra donc un tableau de coordonnées. Alors on va prendre pareil, un document texte. On prend plusieurs lignes, voilà un petit peu comment il va falloir faire l'affichage. Vous avez le premier chiffre, donc plusieurs lignes qui correspondent à différents points. Le premier chiffre, c'est toujours pareil, c'est l'abscisse, ici l'ordonnée. Et vous allez donc avoir un point en 1,5 d'abscisse, 2 points d'ordonnée, 2,5 d'abscisse, 3 points d'ordonnée. Et donc on voit que le chiffre est croissant petit à petit pour ensuite décroître en fonction des coordonnées X. Et ici, vous avez la possibilité de mettre une légende. Voilà. On ferme ceci, on met en application, on va dans Fichier, on fait Importer image, un graphique, et on prend donc celui-ci. Et vous voyez apparaître ce petit graphique. Alors peut-être qu'on voit moins bien, enfin on voit en tout cas la légende, on voit la magnitude ici, on voit la date fictive d'ailleurs, ici, et puis pour mieux voir les points, eh bien on va peut-être diminuer un petit peu la taille du graphique, et on voit ici les points monter puis ensuite redescendre. Voilà, donc si vous voulez faire un graphique, si vous en avez besoin, eh bien Prism peut aussi vous aider pour ceci. Allez, on enchaîne. On retourne sur Fichier, on déroule le menu et on descend sur Rapatrier image DSS Internet. On fait un clic gauche, on obtient ceci. Sur ce panneau, vous avez des coordonnées alpha, delta. Vous avez la possibilité de mettre le nom de l'objet, d'importer une liste d'objets. Vous avez la possibilité de modifier le fenêtrage, d'intégrer ou pas votre image à la carte du ciel. Je vais le décocher parce que, pour la bonne raison que je ne peux pas réaliser d'astrométrie avec cet ordinateur là, vu qu'il n'est pas connecté à mon setup. Et ici ensuite nous avons la source de notre image, et vous allez voir qu'on peut un petit peu s'amuser et retourner un petit peu dans le passé. Donc premier exemple, nous voulons avoir les coordonnées par exemple d'une galaxie dont on connaît les coordonnées alpha et delta. Pour l'exemple, j'ouvre une page internet et on va par exemple demander M31. Je vais sur Wiki, Galaxie d'Andromède, et ici je vais avoir les coordonnées en déclinaison et ascension droite. On va diminuer un petit peu la taille, et puis on va procéder à du recopiage. Donc voilà, je viens de renseigner mes coordonnées. On voit que ce sont les mêmes coordonnées qu'ici. Je peux fermer ma page internet et ensuite je vais cliquer sur cette petite valise, sur ce petit icône. Je clique dessus, on me demande de renseigner le nom de l'objet. Je vais donc mettre M31, je fais OK, et aussitôt il bascule dans la liste des objets. Je vais ensuite cliquer sur Go, je vérifie juste que l'intégration à la carte du ciel a bien été désactivée, du moins sur mon ordinateur, car effectivement il s'agit ici d'un ordinateur non connecté à mon setup, et donc malheureusement je ne peux pas faire d'astrométrie, et donc si je clique dessus je vais avoir un bug. Ici nous avons la source de notre recherche, je le laisse pour l'instant comme ceci, et ici nous avons la taille de notre image, et pour s'amuser on peut par exemple partir sur 20 et 20 minutes d'arc pour commencer. Je clique ensuite sur OK. Et nous avons donc cette image du centre d'Andromède qui apparaît. Ceci fait, je vais effacer ma recherche, je ferme la page, et on va procéder d'une seconde manière en faisant une recherche par nom. On tape M31, on lui demande de chercher, et vous voyez apparaître immédiatement l'objet de notre recherche. Je clique sur Go et ma photo réapparaît immédiatement. Troisième solution, c'est de passer par la carte du ciel. Je vais donc ouvrir une carte du ciel. Que voici, je vais faire une recherche. Ici, j'ai une paire de jumelles. Et je vais donc taper M31. L'autre solution, sinon, c'est d'utiliser le menu déroulant. Mais personnellement, je trouve que je me perds.
Donc je n'insiste pas trop, je préfère faire ce genre de recherche. Je clique sur OK, et il me propose de réactualiser mon image, enfin l'aspect sur la carte du ciel, et voici que donc M31 est centré. Je vais ensuite mettre ma souris dessus, je fais un clic droit, et je vais donc ajouter cet objet à ma liste actuelle. Je fais donc M31. OK. Ici, je vais l'effacer et je fais maintenant importer liste d'objets. Et vous voyez que la galaxie M31 d'Andromède est aussitôt ajoutée au listing. Je fais ensuite Go et la photo apparaît. Donc vous voyez, il y a trois solutions, soit par le biais des coordonnées, soit par le biais du nom, soit par le biais de la carte du ciel. Ceci fait, on va développer un petit peu cette partie, on a la possibilité de modifier la taille du champ. On va maintenant passer en 60 et 60 et on refait une nouvelle recherche. Alors c'est plus long, parce que bien sûr, la photographie est plus lourde. Et ça apparaît, et nous avons une magnifique photographie. Ceci nous amène à explorer un petit bouton qui se trouve ici, qui permet d'obtenir des informations sur l'entête. Alors des informations sur le temps de pose, des informations sur le télescope en lui-même, et l'année de la prise de photo. Donc je clique dessus, et on s'aperçoit que cette photographie, relativement ancienne, elle date de 1986, elle est vraiment magnifique. Une photographie prise en 60 secondes, et on a même donc les informations, et il s'agit d'une photo du mont Palomar, avec un télescope de 3 mètres. Je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir toutes ces infos. On peut changer de cible, et on va par exemple passer sur M33. Alors M33, on passe à une photo actuelle, et que voici, donc magnifique photo, avec des étoiles qui sont vraiment splendides, ça donne envie. On voudrait bien faire pareil. Et là, donc, on va cliquer sur Information, et donc là, on a une photographie de 1991. OK. Et bien maintenant, on change de registre, on va dans le DSS 1, et on refait Go. Et regardez ce que l'on obtient. Une photographie plus ancienne, elle paraît plus petite, et si on fait une recherche d'information, il s'agit d'une photographie prise en 1949. Du mont Palomar avec le télescope de 3 mètres. On peut même agrandir un peu l'image, et on voit, d'ailleurs on voit que c'est bien de l'argentique, c'est vraiment sympa. Il y a des petites imperfections de cette photo, et même d'ailleurs on voit ici une tache sur la photo. Et on revient sur Prism, plus exactement sur Fichier. On descend l'arborescence jusqu'à Conversion de format de fichier par lot. Vous noterez l'existence d'un raccourci clavier F2. Je fais un clic gauche dessus et j'obtiens ceci. Nous avons ici notre ordinateur, les différents dossiers qui composent notre système. Ici, nous aurons la possibilité de choisir les fichiers que l'on veut transformer. Et ici, c'est donc le fichier, le type de fichier, le type de format du fichier source. On peut donc transformer des fichiers d'origine FIT, ou qui sont à l'origine des CPA, ou des ISIS, je ne connais pas, des SBIG, bref, des BMP, du JPEG. On peut transformer tous ces formats, et on a même d'autres possibilités ici, mais là, ça devient beaucoup plus compliqué, car j'ai interrogé Cyril Cavador sur ce sujet. C'est pour des fichiers images pour lesquels on connaît les dimensions en hauteur et largeur, mais surtout aussi la taille de l'entête de cette image, ce qui n'est pas toujours évident. Et il faut ensuite déterminer si c'est du 16 bits non signé, ou du 32, etc. Donc, c'est pas, je dirais, quelque chose d'applicable pour le commun des mortels, et je dirais que nous, on va se limiter à ceci. Cette fonction-là, c'est plutôt pour une utilisation, on va dire, scientifique de ce dispositif de transformation. Mais en tout cas, sachez qu'on a donc cette possibilité-là, si on a toutes ces informations, de transformer d'autres fichiers, d'autres formats sources que ceux qui sont listés. Une fois que c'est fait, j'ai ici un petit icône qui me tend les bras, on clique dessus. L'autre alternative, sinon, c'est de cliquer ici
ici on obtient exactement la même chose. Et ici donc nous avons la possibilité de transformer nos fichiers soit en FIT, soit en CPA, soit en JPEG. Nous avons la possibilité de modifier le contraste luminosité soit en stellaire, lunaire, planétaire. Nous allons voir à quoi ça correspond. On peut très vite se retrouver avec des images modifiées si on ne coche pas cette case. Et ici, nous avons la possibilité de modifier notre image, alors soit de ne pas la modifier, soit de la convertir en réel, c'est-à-dire des données qui sont avec virgule et donc plein de chiffres derrière, ou donc de les transformer en entier, ou vice-versa. Je vous conseille de rester sur aucune conversion. Et puis, nous avons ici la possibilité de modifier la taille de notre image, ce qui peut vraiment être sympa, notamment par exemple sur une image de type comète, une comète qui va prendre une partie de votre image et on a envie de faire une sorte de zoom sur l'image, et bien le retailler l'image est un moyen entre guillemets de zoomer et de montrer ce qu'on a envie de voir. Donc c'est ce que l'on va faire dans ce tuto. On va donc sur bureau, on va sur famille Astro, sur prisme, sur dossier image, et voilà. Donc là vous voyez apparaître tous les dossiers qui sont inclus, enfin tous les fichiers qui sont inclus dans ce dossier. Vous remarquerez que ici est sélectionné FIT, mais si je clique sur CPA, il n'y a plus rien. Et si je choisis les autres formats, il n'y a plus rien, sauf format libre bien sûr. Alors je reviens sur FIT, et effectivement lorsque je vais sur mon dossier d'origine, je le bascule ici, et bien hop, nous avons que du FIT de présent dans ce dossier. Donc hop, je le mets sur l'autre écran, vous ne le voyez plus. Et donc c'est pour ça que lorsque je clique ici et que je lui demande de montrer le dossier CPA, ben, ça ne marche pas. Donc je choisis dossier FIT. Tout apparaît, mais ce n'est pas sélectionné. Alors nous allons partir du principe qu'on veut tout transformer, ou puis même pas, on va juste en choisir un. Voilà. On a la possibilité de tout choisir, mais c'est peut-être pas forcément la peine pour l'exemple. On va prendre la première photo en luminance. C'est parti. Je vais ensuite dans mon dossier de destination. Donc là, je peux choisir exactement le même dossier que celui d'origine. Sauf que ça va, entre guillemets, me mettre une sorte de petit bordel, puisque je vais avoir du FIT à mélanger avec du CPA. Vous me direz qu'on peut faire ensuite du tri. Mais enfin, bon. Je suis adepte du moindre effort, donc je vais dans un dossier déjà créé qui s'appelle M51 CPA. Ceci aussi pour vous préciser que vous ne pourrez pas faire un clic droit par exemple ici pour ensuite créer un dossier. C'est pas possible, donc il faudra le créer directement sur Windows. Ceci étant fait, donc le dossier M51 CPA est donc créé. Je demande donc au système de transformer des dossiers FIT, le dossier FIT ici en CPA. Et on va juste faire un essai pour l'exemple, sans cocher le contraste automatique. Et je demande aucune conversion, et là, je n'ai rien sélectionné. Je clique sur démarrer la conversion, et voilà, l'opération est déjà terminée. Je vais ensuite sur mon dossier CPA. On va l'ouvrir directement, le dossier est transformé, et on obtient ceci. C'est pas top. Franchement, c'est pas top. On n'a pas beaucoup de données. Ah, pas beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, si je retourne dessus, c'est un dossier qui fait pourtant une certaine taille. Hein, on est autour de 26 mégas. Mais bon, c'est que 26 mégas de noir. Maintenant, je retourne sur mon dossier d'origine avec ma première photo en luminance qui est ici, et je vais ouvrir avec Prism. Et voilà la photo d'origine et la photo transformée. On voit qu'il y a un petit souci. Donc, je ferme cette photo transformée. Celle-ci, on la garde un peu en mémoire. Et je reviens donc sur le fichier de départ. Il est sélectionné. C'est un dossier FIT. On va faire une autre technique. Je choisis le même répertoire. On ne va pas modifier les choses. Par contre, là, on va mettre un contraste automatique. Et on est en stellaire. On lui précise que c'est bien du stellaire. Et là, maintenant, je lance la conversion. Je retourne dans mon fichier, mini CPA. Nous avons à nouveau un fichier qui fait 26 mégas. Et je l'ouvre. Et on a donc notre image qui a donc la même qualité que celle d'origine. On va la montrer pour l'exemple qui est ici. Alors, zoom, ouvrir avec Prism. Voilà. Nous avons la même chose. Donc on va pouvoir fermer
tac, tac, et tac. Alors je reviens donc sur la conversion. Nous avons la possibilité de retailler l'image. Alors nous allons cliquer sur oui, et puis nous retournons sur le fichier source. Je retourne dans mon menu, je vais dans chaîne, famille Astro, Prisme. Ensuite, vous voyez, j'ai fait apparaître un fichier, un dossier qui s'appelle Comet, dans lequel est incorporée donc une image qui s'appelle 5 feet. On peut voir cette photo, alors celle-ci a déjà été transformée, parce que vous doutez bien que quand je fais une vidéo, il y a quelques essais. Et bien là je vais faire un clic gauche, ouvrir avec et prisme, et vous allez voir apparaître donc cette photo. On voit ici une comète, et je vais vous demander, parce que nous allons devoir ici sélectionner les coordonnées, vous allez pouvoir surveiller les coordonnées X et Y ici, puisque X c'est les coordonnées en abscisse et Y ce sont les coordonnées en ordonnée. Et donc nous avons des coordonnées de départ et d'arrivée, et là c'est pareil. Donc ma photo elle commence par ici, donc vous voyez que ça correspond grosso modo à 365, allez on va dire que ça commence, allez on va dire 380. Alors les coordonnées X ce sera 380. Ensuite imaginons que j'ai envie de prendre ma photo jusque là par exemple, donc on va dire les 1500 en abscisse, donc ça part de là jusque là. Et puis maintenant imaginons que j'ai envie de, on pourrait peut-être partir d'ici, les coordonnées Y sont de 830, allez on prend 830, et disons qu'on ait envie, parce que je crois qu'il y a encore un petit peu de queue par là, d'aller jusque là, et là on est à 1470, hop, 1470. Voilà, donc je vérifie avant de lancer le processus, l'image elle est sélectionnée, et effectivement le fichier de destination, je choisis celui-ci. Je ne vois pas pourquoi il me dit qu'il y a 2 feet, parce que je ne crois pas. Il a dû le garder en mémoire, probablement. Bon, c'est pas grave. Et donc on demande une transformation en CPA. Je lance la conversion, c'est parti. Voilà, c'est parti, c'est déjà terminé. Et maintenant, j'ouvre ici et nous avons notre dossier CPA qui est apparu. Dossier qui fait 337 kilooctets. Je vais je peux l'ouvrir avec un double clic gauche. Et nous avons notre photographie qui apparaît, qui est beaucoup plus bruitée. Et ça m'embête un petit peu. Donc nous allons refaire tout ça. Nous allons enlever le contraste spontané, enfin automatique. On garde ceci. Et donc là, même répertoire, c'est bon. On lance la conversion. Je devrais avoir une deuxième image. C'est celle-ci qui remplace la précédente. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Donc en fait, vous faites des essais pour voir un peu ce que ça donne. Vous voyez que là, en fait, on a fait un zoom, mais il a fallu décocher l'option donc de contraste et luminosité automatique. Donc c'est fonction des photographies. Il faudra donc vous adapter. Et pour finir, la conversion de format de fichier Parlo nous offre la possibilité de transformer une image couleur en image monochrome. Pour ce faire, il suffit simplement de cliquer, de cocher cette case. Vous choisissez ensuite votre format, votre fichier source, qui est donc celui-ci. Fichier source que l'on peut retrouver, qu'on va faire apparaître ici. Il s'agit d'une photographie prise précédemment sur une autre vidéo, une vidéo tuto concernant le branchement Ethernet de notre observatoire. Donc cette photographie, je voudrais la transformer en fichier noir et blanc. Eh bien, rien de plus simple. Je sélectionne donc cette photographie qui est donc en format JPEG. Je sélectionne le désir de la transformer en image monochrome et dans le même répertoire. Et sauf qu'elle n'est pas sélectionnée, donc ça marche moins bien. Là, ça devrait être bon. Et je lance la conversion. La conversion est donc déjà terminée. Je vais ensuite sur le fichier, le dossier Windows, et je vais donc dorénavant l'ouvrir avec Prism. Et voilà. Et nous avons dorénavant une image monochrome. Voilà. Donc plein d'astuces qui vous permettront d'exceller en astrophotographie. Allez, on va continuer avec d'autres choses.
Alors, on revient sur Fichier, on descend l'arborescence, et nous avons donc vu la conversion de format de fichier par lot, qui, comme nous l'avons vu à l'instant, permet de changer le format du fichier, par exemple en CPA, en JPEG. Ici, nous avons, juste en dessous, renommé une série d'images par lot. Il s'agit simplement de renommer, c'est-à-dire de changer le nom, et non pas le type de fichier. Je clique dessus. Ce panel apparaît avec la possibilité de sélectionner des fichiers sources, ici de renseigner le nouveau nom, et ici l'index. Je clique ici, et je sélectionne donc ces deux images que nous venons de voir. Il s'agit de photo couleur 10 et de photo couleur 11. Je sélectionne ces deux photos, ouvrir, et le nom de fichier appliqué sur la famille, eh bien c'est le nouveau nom qu'il faut renseigner. Eh bien nous allons l'appeler photo exemple. Et puis l'index de départ, on va dire que la première photo sera numérotée 1 et la seconde 2. Je clique sur OK. Je reprends mon dossier Windows, et nous avons donc finalement photo exemple 1 en format FIT et photo exemple 2 en format JPEG. Le format n'a pas changé, c'est seulement le nom des photographies qui a changé. Alors ensuite, vous cliquez sur Fichier, on descend et on va aller jusqu'à mise à jour d'entête par lot. Nous avons vu ici la modification des formats de fichiers, ici le nom des fichiers, et là il s'agit des entêtes. Alors les entêtes c'est quoi? On prend un exemple, on va dans Réouvrir, on choisit cette photographie qui est un peu cramée par les lampadaires, mais c'est pas grave, et nous allons essayer d'obtenir des informations sur cette prise de vue. On clique ici sur le petit bouton I pour information, et on a toutes ces infos. Nous avons le jour, l'heure de la prise, le temps de pause, le matériel utilisé, le télescope, mais aussi la caméra. Enfin bref, tout plein d'informations sur cette photographie. Ces informations sur Prism sont habituellement enregistrées en live pour chaque prise photographique, mais maintenant si vous utilisez un autre logiciel et que vous utilisez ensuite Prism, peut-être que vous aurez des difficultés, peut-être que vous n'aurez pas ces informations en tête. Auquel cas vous pourriez être tenté d'y remédier, mais a posteriori. Auquel cas il suffit de cliquer sur Fichier, mise à jour d'entête par lot, et vous obtenez donc ceci. On choisit par exemple cette photo exemple. Et sur cette photo exemple, eh bien, on va pouvoir modifier, ou plutôt renseigner le temps de pause, on va pouvoir renseigner le jour ainsi que l'heure de prise, l'astrométrie, ainsi que les informations sur le télescope, sur les filtres utilisés, etc. Et tout ceci peut être réalisé ou sera réalisé non pas sur une photographie, mais sur une multitude de photographies. Si vous avez 500 photos, vous sélectionnez les 500 photos dans Choisir les fichiers. Là, s'il y en a 500, bah, vous choisissez les 500. Et ensuite, vous allez modifier le tout directement par cette fonction. Et on retourne sur Fichier, on descend l'arborescence jusqu'à créer une image AVI. Eh bien, cette application vous permettra de créer un film à partir de fichiers images enregistrés sur votre setup. Donc ça peut être pratique notamment dans le cadre de petits films montrant le déplacement d'un astéroïde par exemple. Je fais un clic gauche dessus, j'obtiens donc ce petit panel avec différentes possibilités que l'on peut retrouver donc en haut, et nous allons donc les développer dans cette vidéo. Ici nous avons un icône qui vous permet de rajouter ou d'ajouter de nouvelles photographies. Ici, ça vous permet d'en enlever une par une. Ici, d'enlever la totale, de changer l'ordre de votre photographie ou de procéder à un triage automatique. Et ici, cette icône permet de lancer le process. Alors, voyons un peu ce qu'il en est. Nous avons ici plusieurs photographies qui ont servi précédemment. Je décide donc de les enlever. Ici, nous avons donc notre icône qui permet de tout enlever, une croix grise. On pourrait penser que le bouton n'est pas activé, mais il l'est. Je clique dessus, tout est enlevé. J'enlève la compression Xvideo. Et donc, je vais rajouter ici des images. Je vais choisir M51. On va en choisir M51 bleu. Tac. Voilà, et puis imaginons que j'ai envie d'ajouter également de la luminance.
bien, on va le faire. Et voici. Et vous voyez que chaque dossier qui est ajouté est enregistré, ou plus exactement apparaît, dans la liste de tâches, dans ce qui va être réalisé à la queue leu-leu. Ensuite, je peux, si je veux enlever une photographie qui est cramée par exemple, je peux l'effacer en cliquant ici. Voilà. Et vous voyez que si maintenant je rajoute cette photographie que je viens d'enlever, elle n'apparaît pas au départ, elle apparaît à la fin. Alors, si maintenant j'ai envie de la remettre au départ, c'est un petit peu fastidieux parce que, surtout si on a 500 photos. Par contre, on peut cliquer ici, trier les fichiers, et vous remarquerez que l'image a retrouvé sa place toute seule. Ici, c'est le nombre d'images par seconde, et ici, ça lance l'application. Nous avons ici des données à renseigner en termes de seuil haut et de seuil bas. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons ouvrir le dossier M51 et nous allons prendre par exemple cette photographie, la 1. Je l'ouvre avec Prism et la photographie apparaît. Alors, nous avons ici une multitude d'images. Cette photographie n'a pas eu de pré-traitement, d'ailleurs, comme on peut le voir ici. Nous avons des informations qui apparaissent ici, comme on l'a vu précédemment, avec des coordonnées X et Y, ce sont des informations de chaque pixel. Et ici, nous avons le nombre d'ADU, et ça, c'est important. On se balade un petit peu dans le noir, enfin, ce qu'il y a d'ailleurs plutôt gris sur cette photographie, et on voit apparaître 840, 912, 1000, 1040, 936... Eh bien, il va falloir régler notre paramétrage pour que tout ceci devienne noir, parce que ça, c'est pas très joli, on est bien d'accord. Et ici, nous avons donc notre objet que l'on veut faire apparaître sur notre vidéo, et quand on regarde le nombre d'ADU, on est autour de 2000, 4000. Et ici, nous avons une étoile qui est globalement saturée à 32 000. Alors, nous allons faire deux exemples. Nous allons mettre ici 32 000 et ici nous allons mettre 0. Et on donne ces informations que ici, c'est seulement ici que l'on va renseigner nos informations, car il s'agit d'une image noir et blanc. Il s'agirait d'une image couleur, il faudrait aussi renseigner les autres données ici. Mais comme il s'agit d'une image noir et blanc, avec une roue à filtre, je n'ai que ça à faire. Une fois que c'est fait, je lance le process, et je vais donc lui donner un nom, qui va s'appeler 32 000 et 0, et enregistrer. Alors on a une succession d'images qui apparaît, et on voit que y a beaucoup de noir, il n'y a pas beaucoup d'informations visiblement. Bon, on voit aussi qu'il y a quand même des photos qui sont ratées, légèrement dédoublées. Alors on attend que tout se termine. C'est terminé. Je vais ensuite dans mon dossier, dans mon répertoire. J'ai 32 0, je lance le film. Et nous avons un fichier AVI, nous avons un petit film. On voit pas grand chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, maintenant, on va refaire la même chose, mais un peu différemment. On va partir avec une trame plus restreinte. On va faire partir de 0 à 5000. On oublie cette étoile saturée qui nous apporte pas d'informations et qui fait que toutes les informations de cette galaxie sont en fait entre guillemets noyées dans le panel entre 0 et 32 000, puisque ce sont des informations qui sont autour de 5000. Alors si on veut que qu'elles prennent plus de place en termes d'informations sur notre image, eh bien on va tout ramener à 5000. Puisqu'on était un petit peu en dessous de 5000. Et je lance le même process. Et on va l'appeler, cette fois-ci, 5000. On enregistre. Ah, et là, on s'aperçoit que la galaxie est visible. Alors bon, forcément, il y a le jour qui se lève. Donc il y a quelques images qui sont ratées. Mais c'est pas grave. Là, on voit notre galaxie. Voilà, c'est terminé. Je retourne sur le fichier. Et on ouvre donc 5000. Et là, vous remarquerez que on voit notre galaxie sur cette vidéo. Je referme. D'ailleurs,
il y a quand même un petit quelque chose qui apparaît, c'est qu'on a une trame ici. C'est pas vraiment noir, c'est pas très joli. Et oui, parce qu'on a demandé au logiciel d'étudier avec un seuil bas à 0, sauf que sur la photographie, il n'est pas à 0. Il est autour, allez, de 800. Et on refait exactement la même chose, de 800 à 5000, ce qui nous permettra d'avoir des informations sur la galaxie, qui tourne autour de 4005, et au niveau de la trame de ciel profond, eh bien nous sommes autour de 800, donc tout ça, ça va devenir noir. On lance l'application. Et c'est lancé. Ah, regardez comme c'est déjà plus noir. On voit aussi, au demeurant, quelques pixels chauds. Et c'est fini. Et maintenant, on retourne dans le dossier. Et je vous montre donc de quoi on part. On part donc de 32000. On voit rien, on est bien d'accord, ou peu de choses. Ensuite, on regarde la 5000 avec un fond de ciel qui est un peu grisâtre, voire verdâtre. Et on passe maintenant sur la 5800, et regardez le fond de ciel, il est bien noir. D'ailleurs, on le voit mieux, c'est ici. En fait, il faut faire une étude image par image, voilà. Donc sur cette image, on voit qu'il y a une trame qui est un petit peu grisâtre, en tout cas il y a un peu de lumière dans le fond de ciel. Donc ça, vous le gardez bien Non, je peux pas le faire ça. Vous le gardez bien en mémoire. Et j'ouvre donc la 5800. Je la mets en pause. Et on reprend la même image. Et regardez, tout est noir. C'est une plus belle image. Alors maintenant, certes, je suis d'accord, après, bon, ça se gâte un peu. Comme on le voit. Et parce que, bon, il y a beaucoup de ratés. Et quand même, voilà. Donc ceci vous permettra de faire des vidéos sans trop de difficultés. Ici vous avez possibilité de comprimer en X vidéo. Et ici ça vous permet de forcer l'application. Rapidement avant de passer à la suite, pour juste vous montrer un petit tuyau. On a dit que ici on pouvait visualiser l'ADU de chaque pixel. Effectivement, plus je me balade, plus on voit le chiffre bouger, 800, 900, et pour atteindre ici une valeur de 32 752. Sauf que pour déterminer l'ADU de la trame de fond ou bien d'un objet cible, on peut s'apercevoir que c'est comme relativement complexe, enfin pas complexe mais fastidieux. Et bien nous avons une solution autre, on clique sur visualisation et on va sur tableau de voisinage. Et lorsque je me balade sur le noir, eh bien j'ai les valeurs de base de la trame de fond. J'ai du 900, du 840. Vous voyez, on peut se balader un peu partout. J'ai 880, 960, 862. Voilà, on peut se promener, ça va beaucoup plus vite et on voit les chiffres d'ADU sur ce tableau de voisinage. Et puis c'est pareil pour cette étoile par exemple, je me mets ici et on voit apparaître 32 752 qui correspond à une saturation d'étoile. Voilà, c'est un moyen beaucoup plus simple pour déterminer l'ADU d'une photographie ou en tout cas de certaines portions de votre photographie. Alors ensuite on pourrait continuer à descendre, nous avons donc fichier, on descend et puis nous avons les scripts. Exécuter, ajouter des scripts, supprimer des scripts. En quoi ça consiste? Eh bien ce sont des bouts de programme que vous allez pouvoir créer ou bien plus simplement récupérer. Ces petits bouts de programme vous permettront de créer des tâches automatiques sur Prism, mais sur des fonctions qui sont nativement installées. Ça ne vous permet pas de créer de nouvelles fonctions sur Prism. Donc ça peut être notamment utile lorsque vous avez un nombre conséquent de fichiers à traiter, toujours de la même manière, et bien le script peut s'en charger à votre place, ce qui vous permet de récupérer du temps pour vous. Ensuite, vous avez la possibilité donc d'exécuter des scripts Python. Je vous avouerai que je ne vais pas développer cette partie-là, tout du moins pour l'instant, car c'est un domaine que je ne maîtrise pas, qui me paraît très obscur. Il faut déjà que je lise les aides concernant les scripts sur le forum Prism. Ensuite, nous avons la possibilité de quitter le logiciel. Et d'ailleurs, pour la petite occasion, je trouve qu'il y a moins de bugs
à quitter Prism par ce biais-là que en cliquant sur la croix. Bon, après, c'est peut-être mon ordinateur qui déconne, mais je pense que le mieux c'est de quitter Prism par ici. Mais bon. Sur ce, je vous remercie d'avoir visualisé cette très longue vidéo qui dure plus d'1 heure, vidéo qui a nécessité un temps extrêmement chronophage à la réalisation, tant pour enregistrer la voix off que les différents essais, car vous vous doutez bien que pour vous montrer certains exemples, eh bien, il a fallu potasser un peu la question en amont, et puis faire des petits bouts de programme, etc., notamment pour tout ce qui était graphique. Donc c'est extrêmement chronophage, et pour 1 heure de film, il y a peut-être 10 heures ou 15 heures ou 20 heures de vidéo et de préparation de la vidéo tout simplement. Voilà, donc nous espérons que cette vidéo vous aura plu, que vous pourrez, si vous voulez bien, mettre un petit pouce en l'air, histoire de nous remonter un peu le moral après une vidéo aussi conséquente. On vous dit donc à très bientôt, et puis la prochaine fois, je pense que nous verrons le menu édition. Vous voyez, il y a pas mal de choses à faire, et donc il y a aussi pas mal de choses à potasser en amont. Et puis après, il y aura la carte du ciel, la visualisation, le traitement, etc. Donc je pense qu'on fera un menu, entre guillemets, par mois, ce qui est déjà extrêmement chronophage. On vous laisse, lâchez les pouces bleus, lâchez les abonnements, lâchez les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis peut-être que d'ici la prochaine vidéo, j'en sortirai une sur notre nouveau setup. Et oui, il est arrivé, il est monté. Il n'y a plus qu'à faire la vidéo dessus. On fera peut-être un petit montage photo. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Allez, à plus.